pour partager ce soir des échanges enrichissants et intellectuels. Pour commencer, je vais appeler le professeur Jean-Paul Tsassa pour son mot de bienvenue. Le professeur Jean-Paul Tsassa est le directeur du Centre interuniversitaire de recherche en économie, centre qui nous accueille en ce soir. Professeur. Merci, cher. Mesdames et messieurs, à vos titres et rangs, bonsoir. Bienvenue à cet atelier CIREM, le deuxième atelier de l'année académique 2025-2026. Et nous avons l'honneur d'accueillir l'honorable député national, M. Thierry Mulumba Pandagila, qui va nous présenter un projet de loi sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minières en RDC. Alors, comme vous le savez, le CIREM, c'est un centre de recherche qui signifie Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique. Notre objectif est de converger vers la frontière du savoir. Mais converger vers la frontière du savoir ne signifie pas ignorer les réalités riveraines. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons tenu à organiser cette activité autour d'une préoccupation qui concerne directement le développement de notre pays. Et vous savez que depuis plusieurs années, que minier contribution de la croissance économique dans notre pays. Et certains auteurs, le fait d'être riche, d'être doté en ressources minières est une malédiction. Mais en réalité, cela n'est pas une malédiction, comme on le dit, malédiction des ressources naturelles, mais il y a un problème de la stratégie de gestion de ces richesses. Et je pense que la loi proposée par l'honorable Thierry Mulumba Pandagila va aider à régler un tas soit peu les problèmes que posent ces secteurs stratégiques pour le développement de notre pays. Et donc, je vous invite à suivre avec beaucoup d'intérêt l'exposé qui sera fait. À un moment, je vais céder ma place pour l'accorder à un collègue, professeur, qui va également intervenir. Et en discutant en aparté avec l'honorable Thierry Mulumba, il a exprimé le vœu que l'atelier soit organisé sous forme de partage, d'échange. Et donc, je vous invite à faire preuve d'interaction, à prendre note et à ne pas hésiter de soulever des préoccupations, des questions ou des propositions pour enrichir les débats. Merci. Merci, professeur. Vous avez tout résumé. Sans plus tarder, je vais très rapidement expliquer la structure du programme de ce soir. Alors, nous allons d'abord commencer par la présentation de M. Thierry Mulumba Pandagila, qui sera accompagné du professeur Hercule Kalele. Et ensuite, nous passerons à la session des questions-réponses, où nous aurons l'occasion de pouvoir poser des questions sur les zones d'ombre et les préoccupations que nous aurons et pouvoir aussi approfondir la thématique qui sera abordée. Et enfin, nous passerons pour une photo de famille afin d'immortaliser ce moment que nous allons passer tous ensemble. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, Monsieur Thierry, à vous la parole. Oui, avant que l'honorable prenne la parole, je tenais à m'excuser pour le retard. En tant que directeur du centre, nous avons débuté avec un retard d'environ 7 minutes. Et donc,
je tiens à présenter mes excuses au nom du centre et de toute l'équipe organisatrice. Bonsoir à tous. Je préfère être debout plutôt qu'assis. Comme ça va nous permettre d'être un peu plus actifs et vous réveiller aussi. Alors, ce soir, j'aimerais plutôt que ce soit un échange et un partage entre vous et moi. Je ne veux pas qu'il y ait cette barrière d'étudiants et politiciens. Je veux plutôt qu'on soit tous dans la même ambiance de citoyens. Et par citoyen, je veux dire que c'est toute personne, quelle qu'elle soit, peu importe qu'elle ait une fonction ou pas, mais qui sent et qui pense qu'il a la responsabilité de s'intéresser à la gestion de sa cité. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On va essayer de poser le cadre pour qu'on puisse bien se comprendre, de manière à ce que Donc, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller un peu rapidement, mais sans aller trop vite non plus, de manière à ce qu'on puisse se comprendre. Nous allons échanger aujourd'hui, partager autour d'une proposition de loi que je viens d'introduire à l'Assemblée nationale, qui est intitulée « Loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en République démocratique du Congo ». Cette loi a pour objectif de promouvoir l'industrialisation de notre pays. Mais dans quel contexte? À travers ce graphique, nous voyons que notre monde est en pleine transition énergétique et numérique. Vous voyez par ce cadre que nous sommes dans une situation où il y a un essor rapide des technologies numériques. Les choses avancent rapidement, mais le monde aujourd'hui a préféré utiliser toutes les technologies et tous les minerais à bas carbone pour protéger l'environnement. C'est dans ce cadre que nous sommes. Du coup, des substances minérales existantes dans le monde ont choisi celles qui polluent moins l'environnement, mais qui sont aussi efficaces par rapport aux objectifs que l'on poursuit. Et donc, cet essor rapide et ce besoin en substances minérales essentielles à la transition technologique et numérique crée une pression au niveau mondial parce qu'il y a une forte demande de ces minéraux essentiels qu'aujourd'hui les pays essaient de catégoriser en minéraux critiques ou stratégiques. Et cette forte demande entraîne à elle aussi une rivalité au niveau géopolitique. Rivalité parce que nous savons que dans ce monde, il y a des grandes puissances qui ont besoin de se sécuriser, qui veulent contrôler un bon nombre de choses et qui veulent évoluer aussi sur le point de vue économique. Aujourd'hui, j'écoutais le président Macron qui faisait son discours et à ce niveau, nous savons qu'il y a un sérieux problème où il y a une lutte entre les Américains d'une part, les Russes d'autre part, l'Union européenne qui essaie de se retrouver et qui se trouve en difficulté. Et dans tout cela, il y a certains pays qui sont détenteurs de ces minerais, qui dans une certaine manière sont positionnés ou pas dans la chaîne de valeur mondiale. Et donc voilà, toute cette guerre, toute cette compétition mondiale fait qu'il y a une pression quant à l'utilisation ou l'accessibilité des minéraux critiques et stratégiques. Mais dans tout cet environnement et dans cette compétition mondiale qu'il y a entre les grandes puissances, se retrouve la République démocratique du Congo. Et elle se retrouve comme avec un potentiel géologique important, troisième producteur
mondial de cuivre, avec 10% des réserves mondiales, premier producteur mondial du cobalt, avec 50% des réserves, et d'autres ressources importantes, lithium, nickel, manganèse, l'étain, tantal, le coltan, et tous les autres minerais qui sont connus en République démocratique du Congo, pour lesquels certains, il n'y a pas d'études, mais que des indices. Et là encore, il faudrait que le gouvernement fasse un effort pour pouvoir procéder à des études et évaluer ce qu'est le réel potentiel de la République démocratique du Congo. Mais globalement, selon les structures internationales, les ressources géologiques, les ressources minérales de la République démocratique du Congo sont évaluées à plus ou moins 25 000 milliards de dollars. Et c'est donc dans cet environnement de compétition mondiale que se retrouve la République démocratique du Congo, avec d'une part des réserves géologiques importantes, mais d'autre part, certaines études montrent que la transformation des minerais en République démocratique du Congo serait plus rentable que si elle est transformée ailleurs, dans des études faites par Bloomberg et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des minerais, on a un potentiel, et ces minerais sont extraits en République démocratique du Congo. Et notre loi parle de la transformation locale et du développement des chaînes de valeur des substances minérales. C'est ici que j'aimerais introduire le prof Hercule Kalele pour qu'il nous entretienne durant 5 minutes sur ce qu'est chaîne de valeur des substances minérales. Ce sera un peu technique, mais ce sera accessible pour tout le monde. Et cela est important parce que ça nous permettra de comprendre la suite de ce que nous voulons exposer. Professeur. Merci, honorable, pour cette passe que vous me faites. Et je suis honoré d'être devant vous ici pour aborder certains aspects techniques de la proposition de loi sur la transformation locale et les chaînes de valeur des substances minérales en RDC. C'est que je suis devant un auditoire, une audience qui n'est pas trop scientifique, comme on peut le dire, comment dirais-je, ingénieur, chimiste, polytechnicien. Je vais essayer un peu de me mettre les mathématiques, je suppose que c'est l'art de prospecter. On va un peu faire quelques petites prospections et projections pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Cette loi, comme son intitulé le dit, c'est une loi qui favorise l'industrialisation. L'industrialisation, qui parle d'industrialisation, parle de la création des biens ou de la fabrication des biens et création des emplois. Ici, l'industrialisation partira d'une ou de plusieurs chaînes de valeur. C'est-à-dire, nous partons d'un élément pour arriver à un produit fini. Et le produit fini, comme nous sommes dans une économie circulaire, nous le recyclons pour soit la réutilisation ou pour refabriquer un autre objet. Dans le contexte de notre pays, nous sommes un pays détenteur de substances minérales. Je vais en citer quelques-unes. Dans les plus connus, nous avons le cuivre, le cobalt, le manganèse, le lithium, le nickel, le germanium. Toutes ces substances minérales aboutissent à la fabrication de certains produits. Et ces produits sont utilisés, pour le cas, l'exemple que nous prenons ici, sont utilisés dans des technologies spécifiques. Je ne prendrai qu'une seule technologie qui est la batterie électrique. La batterie que nous utilisons dans tous nos portables ici. La batterie que nous utilisons est principalement faite des substances que nous appelons le cuivre, que nous avons le cuivre, le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel. Comment il passe? Il passe par un procédé qui commence par l'exploration, l'extraction
la concentration, le raffinage, la fabrication de précurseurs, la fabrication de produits finis, l'assemblage des batteries, l'utilisation des batteries dans les téléphones et autres accessoires, dans les véhicules électriques, et quand ils arrivent en fin de vie, ils reviennent dans le recyclage ou la réutilisation. Qu'est-ce que nous faisons dans notre pays? Dans notre pays, nous nous sommes arrêtés qu'à l'extraction. Et la valeur qui s'ajoute en passant de l'extraction au raffinage, la troisième étape, est de l'ordre de 7 à 11 fois. Prenez un exemple. Pour la chaîne de valeur des batteries, l'entièreté de la chaîne de valeur de batterie équivaut à 700 milliards de dollars. L'entièreté de la chaîne. La RDC ne capte que environ, pour la première étape qui est l'étape d'extraction, qui représente à peu près 10 à 13 milliards. La RDC ne capte que environ à peu près 10% de cette valeur-là. Lorsque nous passons au raffinage, la valeur augmente fois 11. Donc, on va passer de 10 milliards, donc fois 11, vous êtes autour de 110 milliards. Or, en appliquant ou en utilisant cette loi, nous allons capter cette valeur. Donc, nous passons, si nous restons toutes les choses étant égales par ailleurs, si nous passons de 10% à 10% encore dans le raffinage, nous allons capter cette valeur-là. À côté de cela, c'est l'emploi. Lorsqu'il y a industrialisation, il y a des industries qui se mettent en place, il y a de l'emploi. De l'emploi, je vais un peu vous surprendre. Vous aurez cru que nous, ingénieurs, chimistes et polytechniciens, nous avons la plus grande part du marché des entreprises. Non. Une entreprise de production de batteries n'a qu'environ besoin de 30 à 40% des ingénieurs. Le reste, ce sont les économistes, les autres, ce sont les juristes, les sciences sociales et autres. Donc tout le reste. Donc nous prenons une seule, vraiment une petite part. Donc la grande partie de la main-d'œuvre est réservée aux autres services. Donc pour ne pas s'éterniser, je donne juste l'exemple, pour l'industrie des batteries, si elle devait s'installer ici, vous avez à peu près 25 000 emplois directs créés. 25 000 emplois, je parle bien de 25 000 emplois directs créés. Et si on doit faire la parité, sur un emploi direct, vous avez 3 à 4 fois, 3 à 6 fois des emplois indirects. Vous comprenez que nous sommes au-delà de 75 000 emplois créés. Voilà en quelque sorte, de manière un peu visible, ce que cette loi va entraîner comme des conséquences positives. Nous restons ouverts pour la séance de débat et je pense qu'on pourra éclairer. Mais les plus de questions, adressez-les à l'honorable. Merci, professeur. Alors, on va continuer. Comme vous voyez, la chaîne de valeur. Les substances minérales, nous partons du minerai qui est extrait. Vous voyez le schéma. Après son extraction, il est concentré ou traité. Après le traitement, il y a le raffinage. Du raffinage, on va au précurseur, produit semi-fini, produit fini, et puis on a le recyclage. Le code minier, vous voyez ici qu'on dit que cette loi vient combler un vide légal existant. Pourquoi? Parce que le code minier n'encadre que les étapes qui s'arrêtent au niveau de la concentration. Donc l'extraction et la concentration sont encadrées par une loi minière qu'on appelle le code minier. Mais dans notre arsenal juridique en République démocratique du Congo, il n'y avait jusque-là aucune loi qui encadrait le reste du processus. Raffinage, précurseur, jusqu'au recyclage, il n'y avait aucune loi, jusqu'à la loi que nous venons de présenter, qui encadrait ces différentes étapes. Or, si on veut développer ce pays, si on veut attirer des investissements, il faudrait qu'il y ait un cadre légal qui va pouvoir encadrer toutes les activités industrielles post-extractives
dans notre pays. C'est capital. Et quand on regarde cette chaîne de valeur, on voit ce que rapporte chaque étape en partant de l'extraction. Et en République démocratique du Congo, nous ne faisons que l'extraction. C'est-à-dire, sur un minerai, sur une substance minérale qui est extraite et transformée en un produit fini, la valeur de ce produit pour lequel la République démocratique du Congo se positionne, la partie du marché que la République démocratique du Congo capte, n'est que de 9%. 9%. Nous disons que nous sommes un pays géologiquement riche, qui est scandaleux. Mais nous ne captons que 9% de la valeur de nos ressources minérales. Est-ce que vous voyez le problème que nous avons? Que 9%. Et encore, nous ne captons que la part proportionnelle des taxes redevances. Parce que la GECAMINE, qui était détentrice de plusieurs concessions minières, les a concédées ou vendues et ne reste qu'avec une infime partie en tant qu'actionnaire dans ces différentes sociétés. Donc, la majorité de ces produits extraits vont à l'étranger et le pays n'en tire pas grand-chose parce qu'on ne les transforme pas localement. Nous n'accédons qu'à 9%. Mais tout le reste, raffinage et la suite du processus, est faite à l'extérieur. Et la loi que nous proposons veut encourager à ce qu'une autre partie de transformation se fasse localement pour que le pays en tire profit, pour que la population en tire profit. Et il y a beaucoup d'avantages qui pourraient advenir. Le prof a parlé d'emplois. Vous imaginez tous les emplois que peuvent générer la transformation locale en République démocratique du Congo. Donc, le problème de la RDC, non seulement pour ce qui est de l'emploi, mais pour ce qui est de son développement, c'est le fait que nous exportons nos minerais bruts. Et ici, il faut juste une volonté politique pour pouvoir changer les choses. Et c'est là où le chef de l'État dit aussi, et il est d'accord avec nous, qu'il faut une transformation locale. Il faut une transformation locale, je reviens sur juste il faut une transformation locale et industrialisation. Maintenant, le problème doit être pris à différents niveaux. C'est-à-dire, un président de la République donne une vision. Mais il faut ensuite que le gouvernement mette en exécution cette vision-là à travers des programmes. Ça ne s'arrête pas à la vision. Mais pour que le gouvernement mette aussi des programmes en exécution, il faudrait que le Parlement exécute ou remplisse son devoir, qui est de pouvoir élaborer des lois qui encadrent les activités. Et c'est ce que nous avons voulu faire, c'est de proposer une loi qui encadre les activités industrielles après l'extraction des minerais. Maintenant, notre devoir sera de pousser le gouvernement à élaborer des programmes pour qu'on en arrive à une mise en œuvre réelle de cette vision de transformation locale des minerais. Et c'est ici que notre loi est structurée de cette manière, mais je n'ai pas envie d'entrer dans les différents aspects de la loi. On ne m'a pas mis le bon... On ne m'a pas mis le bon... on ne m'a pas mis la bonne présentation, mais je vais continuer avec. Je vais chercher ce que je veux. Non. Il me manque des choses. Il me manque des 3 diapositives et ce sont les plus importants. Enfin.
pour ne pas perdre le temps, je vais sur celui-ci. Il nous faut avoir un pays qui soit un État stratège. Je reviens à la compétition mondiale que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, une discussion, c'est de savoir, il nous faut transformer localement nos minerais, mais est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on réunit toutes les conditions? Mais avant même d'en arriver à la réunion de toutes les conditions, la question c'est de savoir, est-ce qu'on a les reins solides pour y aller parce qu'il y a une compétition mondiale? Est-ce que les grandes puissances vont nous laisser transformer localement sans nous créer des problèmes? C'est la question qu'on peut se poser. Et moi, je voulais vous montrer un peu. Je peux y aller? Non, c'est pas ça. Ok, c'est ça, mais c'est mal positionné. Hein. On m'a retouché le... Alors, voilà. Nous parlons de transformation. Et nous avons parlé de compétition mondiale. Je voudrais maintenant que nous voyions, que nous analysions quelle est la situation actuellement dans le monde, quels sont les pays qui transforment. Nous sommes tous d'accord d'une chose, le plus grand bénéfice se trouve dans la transformation des minerais. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous avons bien compris cet aspect des choses. Nous, en République démocratique du Congo, nous ne faisons que l'extraction. Donc, nous n'avons pas qu'à 9%, mettons en moyenne 10% de part du marché. Par contre, le plus grand bénéfice se trouve dans la transformation. C'est là où on a les 90%. Et donc, il nous faut, comme pays, de voir comment est-ce qu'on peut s'aligner, comment est-ce qu'on peut intégrer la chaîne de valeur au niveau de la transformation. Et pour ça, je voudrais que nous voyions ici qui sont ceux qui gagnent actuellement dans le monde, quand bien même nous disons que nous sommes détenteurs des plus importantes réserves des minerais, des substances minérales, mais dans le monde, ceux qui gagnent sont ceux qui sont dans la transformation. Nous avons la Chine qui transforme plus ou moins un peu plus de 40% pour ce qui est du cuivre. Le Japon et l'Allemagne en transforment un peu et puis le reste est partagé par le reste du monde. Nous avons ensuite pour le lithium, la Chine toujours avec 70%. Le nickel, ils sont à un peu plus ou moins 60%. Le cobalt, alors que nous, République démocratique du Congo, nous sommes le premier pays producteur du cobalt, mais ce cobalt est transformé à 80% par la Chine. Donc, vous voyez que toutes nos ressources minérales nous servent très peu à nous, République démocratique du Congo. Ils bénéficient plutôt aux autres pays qui sont alignés dans la transformation. Ça, c'est pour ce qui est de la transformation. Et pour les terres rares, on a la Malaisie. Nous allons maintenant pour ce qui est de la production. Ça, c'est ceux qui gagnent moins que ceux qui sont dans le tableau précédent. Chili, Pérou, RDC dans la production. Le cobalt, nous l'avons dit, nous produisons la plus grande part mondiale, à peu près 70%. Et ici, ce n'est qu'au niveau des terres rares que la Chine produit. Par contre, la Chine transforme 50% des substances minérales produites au niveau mondial. La Chine s'est alignée dans la transformation. Et c'est ici que vous allez voir la compétition qui existe. Vous imaginez que les Américains sont dérangés par le fait que la Chine transforme le plus grand pourcentage de minerais et surtout que la Chine est celle qui produit la plus grande part en terres rares. Voilà pourquoi, pour ceux qui suivent les informations, les États-Unis s'alignaient par rapport au Groenland en disant qu'ils voulaient l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a des réserves importantes en terres rares. Et pour sa sécurité,
les États-Unis veulent être sûrs d'être approvisionnés en toute substance minérale qui lui permette de pouvoir soutenir son économie, mais aussi protéger son pays, parce que si on avait un peu plus de temps, le professeur vous aurait dit combien ces minéraux critiques et stratégiques interviennent dans les technologies de pointe, notamment de la défense. Donc nous sommes en train de parler de choses importantes qui vont de la vie, du développement et de la sécurité de certains pays. C'est dans tout cela que l'on est. Et il faudrait normalement qu'on le comprenne tous, que c'est pour ça que certains disent que voilà, les ressources minérales sont pour nous comme un objet de malheur. Mais non, il faudrait qu'on comprenne qu'effectivement il y a une compétition mondiale, mais il faudrait qu'on sache comment est-ce que nous, on va s'aligner. Donc, du coup, vous voyez ici que les États-Unis, eux, sont plutôt positionnés du côté tech. Nous, les pays détenteurs des minerais, nous produisons, nous nous arrêtons à l'extraction. Là, les Russes prennent le relais dans la première phase de transformation, c'est qui ont 50%. Et au bout de la chaîne, ce sont les Américains qui, avec les sociétés tech, gagnent le plus gros du marché. Et je vous donne un exemple. En termes de valeur boursière des sociétés minières, pour ce mois de novembre 2025, les 3 plus grandes sociétés minières qui existent au monde. Nous citons BHP, Rio Tinto et Glencore. Ici, on connaît très souvent Glencore. Ce sont les 3 plus grandes sociétés minières qui sont dans l'extraction. Eh bien, elles valent toutes les 3 ensemble 310 milliards de dollars. Maintenant, prenez les 3 premières sociétés, les plus grandes sociétés de tech dans le monde. Nous avons Nvidia, nous avons Apple et Microsoft. Ces 3-là valent 11 800 milliards de dollars. Avec ça, nous comprenons les enjeux, n'est-ce pas? Chacun veut se positionner là où il gagne plus. Et nous voyons ici que les Américains gagnent énormément au bout de la chaîne, pendant que nous qui sommes qu'au début de la chaîne, nous gagnons très peu. Et c'est ici que nous devons comprendre aussi tous les enjeux qu'il y a et toute la situation qui existe, que ce soit les velléités de certains des voisins qui veulent accéder aux ressources minérales que nous avons, ou qui proposent des systèmes ou des modèles d'intégration économique où des usines de transformation seraient installées chez eux. Et là, réfléchissez avec moi. Nous sommes détenteurs de minerais, mais un pays voisin dit qu'il faudrait qu'on installe l'usine de transformation chez elle. Qui gagnera plus? Nous ou eux? Quelqu'un peut répondre? C'est le pays voisin. Et c'est là où, moi j'aimerais que tous en tant que citoyens, nous comprenions que nous avons une responsabilité par rapport à cela. Donc, le thème est vaste, on ne saura pas aller plus loin. Avec le chef de département, le prof Tsassa, on a pensé qu'on pourrait organiser l'une ou l'autre rencontre. Par contre, je voulais, avant d'entrer en matière, il fallait que vous compreniez le contexte dans lequel on est, qui justifie qu'il faille absolument une loi pour encadrer cette partie de la chaîne de valeur. J'ai reçu une analyse critique tout justement venant de vous, avec certaines préoccupations. Je vais peut-être, et c'est la seule manière pour moi de pouvoir toucher à certains aspects de la loi, mais effectivement l'analyse parle des forces de la proposition qui sont remplissage d'un vide juridique, on l'avait dit, il n'y avait pas de loi, il y en a. Orientation vers l'industrialisation locale, effectivement, c'est de transformer localement. Et puis, inclusion d'instruments de soutien aux acteurs nationaux.
Dans notre proposition de loi, pour que vous ayez une idée, nous insistons sur le fait que le développement ou l'industrialisation du pays ne doit pas simplement être l'apanage des étrangers. Parce qu'un des grands soucis des affaires ou du développement, c'est l'investissement. Et nous savons qu'en République démocratique du Congo, très peu ont des moyens financiers pour pouvoir investir dans un projet. Et ce que nous avons proposé, c'est qu'il existe dans ce pays une taxe qu'on appelle la taxe de promotion de l'industrie, qui est gérée par le FPI. Et bien, dans cette proposition de loi, nous proposons que 30% de ces sommes puissent être versées ou investies dans tout projet d'industrialisation des Congolais, des nationaux. Voilà comment nous pensons défendre les intérêts des Congolais à travers cette loi. Pour vous donner une idée, les recettes mensuelles du FPI tournent autour de 10 millions de dollars par mois. Si notre proposition est acceptée, validée et mise en œuvre, cela veut dire que par mois, on pourra dégager 3 millions de dollars pour soutenir le projet d'industrialisation des substances minérales. Et si on est plus intelligent, ceux qui sont habitués à l'ingénierie financière savent qu'avec 3 millions par mois, il y a moyen de lever des fonds beaucoup plus importants pour pouvoir lancer des projets importants. Ça, de façon pratique, c'est un peu une des propositions que nous avons faites. Par contre, il y a effectivement la difficulté de mise en œuvre. Il y a cette crainte. Peut-être que la loi sera difficile à mettre en œuvre parce que les réserves sont importantes, mais nous pensons que nous pouvons le faire de façon évolutive, de façon progressive, j'allais dire. C'est un peu ce que la loi dit. Des mécanismes de transparence. Dans notre loi, nous proposons qu'il y ait un seul organe de gestion qui soit comme un guichet unique pour éviter qu'un investisseur n'aille de ministère en ministère, de bureau en bureau pour obtenir des autorisations. Et puis, les retombées pour les locaux, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est un peu, en gros, ce que moi je pouvais dire par rapport à cette proposition de loi. Je vous dis que c'est vaste. C'est une loi de 143 articles. Nous avons par contre essayé de pouvoir mettre des dispositions qui soient contraignantes pour le gouvernement. Par exemple, le code minier donne au Premier ministre les prérogatives de classifier des substances minérales comme étant stratégiques ou pas. Par contre, sans contrainte quant au temps. Nous, dans notre proposition de loi, par exemple, nous disons que dès la promulgation de cette loi, le Premier ministre a 3 mois pour pouvoir publier une classification des minéraux qui sont stratégiques et critiques. Et selon qu'un minéral est critique ou stratégique, eh ben, il est traité d'une façon particulière en fonction de la législation en cours. Donc, voilà un peu l'idée. Et je peux vous dire de façon brève que cette loi, cette proposition de loi est une des plus importantes qui n'ait pas existé dans notre pays depuis plusieurs années. En 2002, il y a eu le code minier qui a été amendé en 2018. Cette proposition de loi est complémentaire du code minier en ce sens qu'elle gère la partie après l'extraction, donc la partie gérée après le code minier. Mais vous avez vu avec moi que le code minier gère des opérations qui valent 10% de la valeur du marché, des chaînes de valeur de substances minérales. Par contre, cette loi gère 90%. Et si aujourd'hui le code minier intervient à hauteur de plus ou moins 25 à 27% dans le budget de l'État, cette loi en proportion, eh bien vous pouvez faire le calcul, vous êtes des économistes, vous imaginez l'impact que cela peut avoir dans l'économie de notre pays. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est coincé par le temps. Il y a un peu de temps pour les questions-réponses, pour ceux qui en ont. Mais j'aimerais terminer en disant que l'objectif que nous avons convenu avec le prof Sassa et l'équipe, c'est de faire en sorte que vous, en tant qu'étudiants, et moi j'ai beaucoup apprécié l'objectif du CIREM,
qui est de pouvoir établir cette jonction, créer cette synergie entre le monde académique, scientifique et le monde professionnel, et je rajoute le monde politique. Donc, l'idée que nous chérissons maintenant, c'est de pouvoir utiliser cette loi pour faire en sorte que les étudiants en économie et les étudiants en droit s'exercent. Il y aura un exercice de façon pratique. Ceux de droit pourront, eux, proposer des améliorations, parce que c'est une œuvre humaine, donc elle est perfectible, elle n'est pas parfaite, et des étudiants de droit pourront se regrouper, analyser la loi et peut-être avoir d'autres idées et à proposer. Et nous les prendrons en compte, parce que la loi, nous l'avons introduite à l'Assemblée nationale, elle passera en commission et tout ajout est permis. Donc si l'université, avec un groupe d'étudiants, ont des idées intéressantes, nous pouvons les introduire auprès de l'Assemblée nationale, le groupe, pour qu'elles puissent venir avec nous introduire les améliorations de cette proposition de loi. Aussi, s'il y a des étudiants de droit toujours, parce que vous n'avez pas relations internationales, qui ont compris les enjeux de la compétition mondiale et qui comprennent que le Congo doit être un État stratège, donc il faut élaborer des stratégies pour arriver à capter une part de ce marché, ces étudiants aussi pourront s'organiser. Moi, j'ai reçu une invitation de la présidence pour pouvoir présenter la loi. Une réunion prévue pour 45 minutes, nous avons fait 2h30 pour montrer l'importance de cette loi. Eh bien, moi, je pourrais, s'il y a des étudiants qui réfléchiraient, encadrés par leurs professeurs, et qui auraient des bonnes idées, des bonnes stratégies pour que le pays puisse s'aligner et intégrer la chaîne de valeur mondiale, eh bien, je pourrais les introduire à la présidence pour qu'ils puissent présenter leurs propositions. De l'autre côté, pour ce qui est des étudiants de l'économie, eh bien, les étudiants de l'économie, on organisera avec le prof qui pourront, eux, travailler sur les scénarios de la République démocratique du Congo d'ici 5 ans. Au cas où nous commençons avec la transformation, eh bien, que sera la République démocratique du Congo dans 5 ans si nous lançons le processus de transformation? Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais il faut commencer. Donc, on pourra faire un concours pareil. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité de pouvoir travailler sur un projet concret d'élaboration, de construction d'une usine de transformation. Eh bien, si cela est fait de façon convenable, on peut aussi introduire ce groupe d'étudiants au niveau des instances compétentes, donc au niveau du gouvernement, pour qu'elles puissent présenter leur projet. Et nous voulons le faire en essayant de tirer le meilleur. Et c'est là où nous disons que nous voulons activer vos intelligences, parce que nous aurons le même exercice au niveau d'autres facultés, d'autres universités, et nous allons essayer de mettre en compétition. Et les meilleurs, c'est ceux-là qu'on essaiera d'aligner pour pouvoir se connecter à la vie professionnelle. Donc, s'il y a quelques questions, comme il n'y a pas beaucoup de temps, nous sommes là pour pouvoir écouter les questions, mais comprenez que pour nous, il n'était pas question juste de vous présenter une proposition de loi, mais que vous compreniez aussi que vous êtes des citoyens, donc vous avez un mot à dire dans ce pays, vous avez une contribution à apporter dans ce pays, et l'occasion vous est donnée à travers cette proposition de loi de pouvoir apporter comme citoyen votre part de contribution et être aligné dans la chaîne de décision de ce pays. Merci. Merci Monsieur Thierry et Monsieur Hercule pour ces belles exposés. Alors nous allons sans plus tarder passer à la série de questions-réponses. Nous allons prendre un lot de 5 personnes et nous privilégions les enseignants et les étudiants d'abord et ensuite nous continuerons encore à prendre quelques personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien. Merci, cher honorable. Une fois de plus, félicitations pour votre brillant exposé sur un sujet aussi passionnant et intéressant pour notre pays.
Alors, j'ai suivi avec une attention religieuse le développement que vous avez fait avec les professeurs, notamment en complément technique. Alors, je me dis, il y a deux dimensions en ce qui concerne cette proposition de loi. D'abord, comme le dit une sagesse conventionnelle qui veut la paix prépare la guerre, donc il s'agit d'une proposition de loi qui va ouvrir une brèche sur la possibilité de la RDC de pouvoir récupérer les parts qui sont à ce jour, qui profitent à ce jour à d'autres structures ou à d'autres industries. Et vous l'avez si bien dit, il s'agit d'une question à la fois d'ordre économique, bien sûr, mais aussi d'ordre géopolitique. Alors, ainsi, étant donné que vous êtes un acteur politique, député national de surcroît, je ne sais pas si vous avez pu examiner ou dresser, ne serait-ce un tableau des obstacles, des contraintes quant à la mise en œuvre effective de cette loi, puisque d'une part, faire passer la loi au niveau du Parlement est une chose et son applicabilité en est une autre. Et je pense qu'en tant qu'acteur politique, votre satisfaction ne se limitera pas à faire passer cette loi au niveau du Parlement, mais également de voir comment cette loi s'appliquait. Et la deuxième préoccupation ou observation s'inscrit plutôt dans la ligne de l'invitation que vous avez lancée au monde académique. Je le reçois avec beaucoup d'humilité et de sérieux, dans la mesure où cette loi aura un impact sur les trajectoires du développement de notre pays. Et je pense qu'il serait intéressant, là c'est essentiellement le travail des académiciens, de pouvoir, et je lance l'invitation à nos jeunes brillants de s'aligner sur cette problématique, c'est-à-dire déterminer par exemple quel sera l'impact productif de cette loi. Nous dire, on aura besoin, bon cela aussi m'intéresse, je pense que je vais m'inscrire aussi, nous dire par exemple, regardez, une fois la loi votée, cela aura un impact après 1 an ou après 2 ans pour tel motif. Comme je l'ai dit au niveau de la première préoccupation, il peut y avoir un délai pour la mise en œuvre. Et une fois la loi effective, cela peut augmenter par exemple le PIB de 50%, 100% et peut-être même de plus de 100%. Cela serait intéressant. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié les graphiques que vous avez présentés. Donc, un exercice serait aussi de voir comment cette loi peut impacter la position de la RDC par rapport à ces graphiques. Et je pense qu'il serait aussi intéressant pour vos équipes de les intégrer pour la présentation, pour bien vendre la loi. On peut dire, bon voilà, la loi que nous proposons, dans 1 an, peut-être il n'y aura pas d'impact, mais dans 2 ans, voici les impacts et voici la situation actuelle, toutes choses restent égales par ailleurs. Si la loi est mise en œuvre, cela peut repositionner la RDC. Je pense que cela sera une bonne façon, même si les chiffres ne sont pas... ce sont des estimations. Les estimations ne visent pas la véracité des faits, mais du moins une projection, une idée. Cela permettra même à des non-techniciens de comprendre. On dit, bon voilà, la loi Pandagi est là, une fois mise en œuvre, après 2 ans, cela peut augmenter les PIB de 110%. Par rapport au positionnement en ce qui concerne la chaîne des valeurs mondiales, cela peut faire en sorte que la RDC, après 5 ans, par exemple, émerge parmi les 3 premiers ou les 4 premiers. Je pense que ce type d'exercice serait intéressant pour davantage populariser la loi. Je pense que l'objectif aussi, in fine, serait en sorte que la majorité, les bénéficiaires, c'est la population, puisse s'approprier de cette loi. Et la population sera davantage intéressée si on regarde, bon voilà, si la loi passée, cela peut nous profiter à telle autre dimension. Merci. Merci beaucoup, honorable Thierry, pour
pour votre exposé. Alors merci à double titre. Premièrement parce que vous touchez là un sujet d'importance extrêmement stratégique pour notre pays et pour sa trajectoire à long terme. Je pense que ça fait partie des sujets, à mon humble avis, les plus importants sur lesquels notamment la représentation nationale devrait se concentrer. Mais merci aussi pour cette initiative citoyenne, parce que vous faites de cette loi une espèce de loi open source, où vous la soumettez à débat et vous respectez l'université et l'importance de la réflexion théorique, de la réflexion abstraite. Et nous, on prend avec sérieux l'invitation que vous nous faites, en tant qu'universitaire, à contribuer à améliorer cette loi et à en faire un véritable outil stratégique pour le pays. Alors, mon commentaire porte sur, encore une fois, un graphique assez intéressant, interpellateur que vous avez présenté. Vous parlez de 9% de la valeur captée sur l'ensemble de la chaîne de valeur, 9% captée au niveau de l'activité extractive. Certains parleraient de 3% seulement. Ça reste un ordre de grandeur, mais qui traduit la pertinence de toucher ces sujets-là du doigt. Mais quand on va plus loin, quand on se déplace sur les maillons supérieurs de la chaîne de valeur, on remarque qu'en fait, la plus grande valeur est concentrée sur les nœuds cognitifs. C'est là où il y a de la cognition, c'est là où il y a de l'intelligence qu'on capte plus de valeur. La plus grande valeur, d'ailleurs, est captée à des niveaux, à des échelons ou à des maillons de la chaîne où il n'y a presque pas d'activité matérielle, il n'y a presque pas d'activité physique, où il y a du logiciel, il y a de la conception, il y a du design, il y a de la recherche et développement. Alors mon commentaire irait dans le sens de dire, est-ce qu'en plus d'une démarche stratégique, d'une vision qui serait coulée dans la loi pour décréter un certain nombre d'éléments, est-ce qu'en plus de cela, il y a des mesures d'encadrement pour s'assurer que les conditions ou l'environnement permettent de réaliser cette vision? Parce que sans un bond au niveau cognitif, au niveau des activités cognitives, il sera difficile de soutenir de manière durable l'élévation de la chaîne de valeur. Sauf si on veut qu'encore une fois, ces maillons de la chaîne de valeur soient contrôlés par du capital étranger. Est-ce que ce qu'on cherche, c'est d'avoir des usines qui transforment localement ou d'avoir une véritable capacité locale avec des agents locaux à s'élever au-dessus de sur des maillons supérieurs de la chaîne de valeur? Passer de l'extraction aux composants électroniques ou tout simplement à la matière traitée, il faut de la connaissance. Passer de la matière traitée à un composant électronique, il faut davantage de connaissances. Passer du composant électronique au téléphone, il faut encore plus de connaissances. C'est-à-dire qu'au-delà du cadre normatif, il importe peut-être que la loi ou d'autres dispositions trouvent le moyen d'assurer que cette volonté de s'élever sur la chaîne de valeur s'accompagne d'une véritable mise à niveau des compétences locales, des capacités locales. C'est pour ça que je vous remercie encore de tout ce respect que vous faites à l'université, à la réflexion abstraite pour renforcer cette proposition. Merci. Je réponds aux deux questions, si vous permettez. Comme ça, après, on passe à la troisième, ou bien vous préférez que... Ok, d'accord. Merci beaucoup, Prof Tsassa, pour ces questions. Je vais répondre de façon brève. Des obstacles, effectivement, à la mise en œuvre de la loi, il y en a. Comme on l'a dit, il peut y avoir une vision, il peut y avoir une loi qui encadre les activités, mais dans la mise en œuvre, il y a une part importante du gouvernement à pouvoir appliquer cette loi. Nous, dans la loi, nous avons essayé de trouver des mécanismes pour contraindre le gouvernement en y mettant des délais pour que le gouvernement s'exécute sur base des délais. Mais nous avons aussi mis des dispositions suffisamment contraignantes, par exemple, pour ce qui est de la mise à disposition des instruments financiers, des outils économiques qui permettent que cette loi soit appliquée. Mais il y a une autre part de responsabilité qui est de nous, populations. Et voilà où ma démarche a un double sens. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous comprenions ce à quoi peut nous emmener cette loi, que nous nous approprions de cette loi en y intégrant notre propre intelligence. Et de cette manière, nous allons être intéressés non seulement à agir, mais à suivre aussi ce que le gouvernement fait et à contribuer pour que cette loi devienne applicable.
s'il y a un délai de 3 mois, par exemple, pour qu'un Premier ministre publie la liste des minéraux critiques et stratégiques, eh bien, si nous le savons, le jour où nous voyons que les 3 mois sont passés, rien n'a été fait, eh bien, nous pouvons interpeller. Du reste, moi, en tant qu'initiateur de cette loi, et la connaissance, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, j'utiliserai tous les moyens de contrôle et de suivi que j'ai pour me rassurer que cela va être exécuté. Mais ici, il ne s'agit pas de l'histoire d'un seul individu. Il s'agit de l'histoire de tout un pays. Parce que, comme vous l'avez vu, la compétition et les enjeux au niveau mondial sont tellement élevés que nous devons nous en rendre compte et que nous devons agir en conséquence. Mais sinon, du reste, ici et là, vous allez voir des dispositions qui existent pour pouvoir permettre à ce que cela puisse être appliqué. Et une des dispositions qui revient à la fin dans les dispositions transitoires, c'est que à partir de 3 ans après la promulgation de la loi, le gouvernement doit se présenter à l'Assemblée nationale pour faire un rapport de tout ce qu'elle a pu exécuter pour la mise en œuvre de cette loi. Donc nous calculons qu'il faut compter à partir de 3 ans pour voir les premiers résultats de la mise en œuvre de cette loi, mais il faut commencer à travailler maintenant. Malheureusement, parfois dans la vie humaine, on a l'impression qu'il faut faire les choses de manière à ce que c'est à peine aujourd'hui que vous semez et demain ça pousse. Même la nature nous enseigne qu'il faut un délai. Et laissez-moi vous dire que, par exemple, en République démocratique du Congo, c'est une décision qu'on avait, on fait des programmes nationaux stratégiques de développement sur 4 ans. Les autres pays le font sur 50 ans. Voilà, ils le font sur 50 ans et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Donc j'ai répondu à la fois à l'applicabilité et j'ai répondu au délai. L'impact de la RDC et l'exercice à faire, tout justement, nous avons, mais je n'ai pas projeté exprès, une analyse avec des scénarios de ce que serait la production nationale et l'augmentation du produit intérieur brut au cas où nous nous alignons au raffinage, au cas où nous nous alignons à la deuxième des matériaux, ainsi que aux composants. Donc nous avons fait ces scénarios pour les 3 parties, en laissant la dernière. Et là, entre guillemets, stratégiquement, il faudrait aussi que la RDC montre au monde qu'elle veut intégrer la chaîne de valeur, mais pas qu'elle veut interdire totalement aux autres pays de pouvoir gagner aussi quelque chose là-dessus. Mais on est dans le droit de réclamer, de pouvoir intégrer quand même cette chaîne de valeur pour ce qui est du développement. Donc c'est ici la stratégie que devrait avoir le pays, que devrait développer le pays. Et je reviens à cette question de l'intelligence. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait ce lien entre le politique et le scientifique, de manière à ce que le scientifique serve aussi de source de ressources et de source d'inspiration aux politiques dans l'exécution de ces politiques. Donc ces scénarios existent, nous l'avons fait, mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est que cela soit fait dans le cadre d'un encadrement des professeurs avec leurs étudiants. Cet exercice pratique permettra aux étudiants de comprendre de quoi il s'agit, plutôt que de leur donner des scénarios déjà faits, et de s'impliquer maintenant et de pouvoir communiquer, parce qu'après, c'est les étudiants, quand ils rentrent dans leur quartier, qui avec leurs amis vont pouvoir leur expliquer, voilà ce qu'il en est. Donc, nous voulons cet effet d'entraînement-là, et donc nous voulons que les étudiants puissent travailler dessus. Nous comptons sur vous, professeurs, pour pouvoir les encadrer et nous produire ces scénarios et autour d'une activité de concours que nous ferons entre universités, eh bien, cela sera débattu et les meilleurs résultats serviront. Tout le monde aura appris et tout le monde aura gagné et je crois que les choses seront bonnes. Merci beaucoup pour votre intervention. Votre nom, malheureusement? Ok, d'accord. De nom, je vous connais, mais pas de vue. Voilà, je peux joindre maintenant. Vous avez raison que c'est dans la dernière phase de l'intelligence que se retrouve le plus grand bénéfice et le plus grand avantage. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette proposition de loi,
il y a une chose que nous avons voulu consacrer et que je pense qu'aucune autre loi jusqu'à présent ne l'a, c'est le transfert de technologie. Donc, il y a des dispositions renfermées dans la loi qui font que toute société qui vient investir est obligée de signer un contrat de performance avec le gouvernement. Il aura des avantages, mais ces avantages sont conditionnés au fait qu'il accomplisse sa part d'obligation. Je vais donner un petit exemple. Nous avons vu dans ce pays plusieurs sociétés minières venir investir de l'argent avec des études de faisabilité en disant qu'après 3 ans, elles commenceraient à produire un bénéfice, mais après 10 ans, ces sociétés continuent de présenter des bilans déficitaires où elles ne produisent rien. Donc, dans le cadre de cette loi, cela ne sera pas possible parce qu'il y aura un contrat de performance. Quand vous venez avec votre étude de faisabilité, eh bien, vous devez atteindre vos objectifs. Si vous ne les atteignez pas, eh bien, vous n'avez plus droit aux avantages qui sont donnés, conférés à travers cette loi. Mais aussi, dans le contrat de performance, il est clairement établi que le transfert de technologie est une obligation. Et au-delà de pouvoir faire ce transfert de technologie à l'avantage des locaux, cette loi impose 2% du bénéfice de ces sociétés pour la formation et le développement des compétences locales. Parce que, vous avez raison, il faudrait que les sociétés qui viennent travailler ici puissent transmettre la connaissance aux locaux de manière à ce que demain nous soyons capables nous-mêmes aussi de pouvoir atteindre ces différents éléments. Donc, autant pour la recherche et le développement que pour le transfert de technologie et la formation des compétences, le développement des compétences locales, ces dispositions sont incluses dans cette loi et nous espérons que nous croyons que, voilà, étant établi de cette manière-là, les dispositions disent après que cela sera géré par un fonds qui dépendrait de l'enseignement, mais concomitamment géré par les ministères des Finances, Industrie, Enseignement et puis formation professionnelle aussi. Parce qu'il faut tenir compte de la formation professionnelle. Quand il y a industrialisation, on aura besoin de soudeurs, on n'aura pas seulement besoin d'ingénieurs, on aura besoin de soudeurs, on aura besoin de beaucoup d'autres métiers de la formation professionnelle et c'est ce qui va permettre le développement de notre pays. Donc, de façon brève, voilà un peu ce que je peux répondre quant à ce qui est de votre souci des compétences locales. Bien, avant de continuer, j'aimerais signaler qu'il y a des étudiants de l'autre côté de la salle. Il y a une salle annexe et il y a des étudiants. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à poser, nous prendrons leurs questions. Bonsoir à tous. Je m'appelle Saloumou Koutimier. Je suis doctorant en mine et master ingénieur civil de la Polytech Kinilou. Je félicite l'honorable puisque la loi m'a été transmise par les profs Jean-Marie Kanda avec qui nous avions échangé et qui m'a d'ailleurs mis en contact avec vous. Honorable, je pense que la loi est intéressante, la proposition de loi est intéressante, mais de prime abord, quand vous lisez par exemple les titres, loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en RDC. Quand on parle de la transformation locale, la question a été soulevée hier à Sultani lors des Makutano. Nous avons le plus grand préalable ici au pays, c'est l'énergie électrique. Vous ne pouvez pas parler de la transformation locale au moment où le pays a un déficit énorme de l'énergie électrique. Et quand vous suivez le ministre Molendo sur la question des INGA 3, il dit que les études préliminaires peuvent être lancées dans pratiquement 3 ans. Et INGA représente beaucoup de contraintes. Et quand vous revenez par exemple chez nous au Katanga, là-bas, vous avez les entreprises minières qui souffrent en ce qui concerne la desserte en énergie. Et KCC, Moumi et les autres recourent même à la Zambie
pour avoir l'énergie. Et donc, quand nous voulons aller vers la transformation locale, nous avons l'un des plus grands préalables qui est d'abord l'énergie électrique. Est-ce vous, à votre niveau, en tant qu'élu du peuple, avez-vous eu le temps de réfléchir sur comment sera résolue la question de la desserte en énergie, en amont bien sûr? Ça, c'est la première question. La deuxième question, bon, tout ce qui est technique, je vais échanger avec les profs à côté, puisque tout ce qui est mine me concerne de plus près. Et je profite de l'occasion honorable pour vous lancer une invitation officielle. Venez chez nous à Lubumbashi, parce que nous sommes la seule faculté au pays où il y a le département des mines. Quand on parle des mines au Congo, on voit la Polytechnique Inilou. Et donc, je vous invite officiellement. Le prof Jean-Marie Kanda, nous pouvons prendre les dispositions pour que vous veniez chez nous, échanger avec les étudiants qui font les formations du secteur minier avec toutes les filières possibles. La deuxième question, honorable, c'est en ce qui concerne les classements de substances minérales critiques. J'ai aimé l'approche que vous avez suggérée dans la proposition de loi, en disant qu'une fois la loi est promulguée, 3 mois après, la Première ministre ou le Premier ministre doit prendre un décret pour déclarer une substance minérale critique. Ça, j'apprécie. Mais on aimerait aussi avoir votre concours, puisqu'il y a 2 mois que j'ai déposé une proposition chef de l'État sur les classements du lithium comme substance minérale critique. Parce que jusqu'à présent, en RDC, nous n'en avons que 3. Nous n'avons que le coltan, le cobalt et le germanium qui sont jusqu'à présent classés comme substances minérales critiques depuis 2018 avec les degrés de Chibala. Et donc, la proposition ou l'approche que vous avez entreprise dans votre proposition, elle est très salvatrice pour les pays et nous vous encourageons. Et donc, personnellement, je tiens à vous remercier pour la proposition de loi, mais j'aimerais qu'en amont, qu'on réfléchisse sur tout ce qui est préalable en ce qui concerne la mise en application de la transformation locale. Puisque même le sujet de Makutano de cette année, c'était de la richesse du sous-sol à la transformation industrielle. Et parmi les contraintes, vous avez le problème de la desserte en énergie électrique. Et c'est le plus grand. Pour finir, je voudrais savoir si vous avez une idée sur les zones économiques spéciales. Parce que je sais que vous êtes administrateur au CCB, ça le prof Jean-Marie m'a dit, puisque vous insistez dans votre présentation que non, au pays, on ne transforme pas, le pays exporte les minéraux bruts. Mais quand vous dites ça devant un expert que je suis un peu tiqué, quand je sais que nous avons des cathodes de cuivre qui sortent, quand je sais que nous avons, en ce qui concerne les cobaltes, les dioxydes qui sortent, en sachant très bien que nous avons la loi de l'offre et de la demande. Vous ne pouvez pas exiger à Glencore de transformer les dioxydes et cobalt pour aller les vendre où? Au moment où c'est la Chine qui vous prend les 80% de tout ce qui est cobalt congolais. Donc, si vous avez une idée sur tout ce qui est zone spéciale, avec la zone de Moussompo sur la chaîne de valeur locale. Sinon, merci et nous serons heureux de vous recevoir très très prochainement à la province scientifique minière. Parce que quand on parle de mines, ce n'est pas Kinshasa. Merci beaucoup. C'est l'étudiante Winanko Kowini de la 3e année de licence en sciences économiques. J'avais 4 questions, mais il y a 2 questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, je vais prendre les 2 qui me restent. J'aimerais d'abord faire une mise en contexte. Je parle d'une théorie économique, la théorie de Malthus. Cette théorie, si je peux la simplifier, dit que les êtres humains tels que nous sommes, nous augmentons de manière exponentielle. Tandis que les richesses, elles, augmentent sur une rapidité ou une gravité arithmétique. J'aimerais me poser la question, aujourd'hui, on ne parle que des mines. Je n'entends absolument, pas absolument rien, mais une petite part sur le secteur agricole. Est-ce que cette partie est responsable? Est-ce qu'on pense aux générations après nous en faisant des extractions? Ça, c'était la première question. Il y avait une deuxième question sur un jeu à somme nulle. À vrai dire, nous cherchons à nous positionner dans un marché déjà existant et très avancé.
étant sûr de pouvoir tout simplement y pénétrer. Et pour terminer, j'aimerais passer sur peut-être un concept que vous n'avez pas. Si vous l'avez, ce n'est pas un problème. La politique monétaire. On devrait voir comment est-ce qu'on peut orienter des investissements, chercher à ce que notre économie puisse être reboostée, une croissance économique, une stabilité de prix. Et il y a un petit point qui vient, un équilibre extérieur. Si il y a des taxes, cette loi cadre augmente le niveau de taxes et autres, est-ce qu'on a pensé à la dépréciation ou au fait que les investisseurs ne seront plus intéressés à venir au pays parce qu'ils savent qu'il y a une certaine politique protectionniste qui les empêche de pouvoir migrer en RDC ou tout simplement travailler en RDC. Merci beaucoup. Avec votre permission, je vais répondre aux 2 questions et puis ensuite on continue avec les 2 autres. Prof, il y a pour des aspects techniques, surtout qu'on est Lubumbashi, la ville minière, donc voilà, vous avez un bon concurrent en face de vous. Merci beaucoup pour la question. De façon brève, je veux vous dire que votre préoccupation est prise en compte, la préoccupation sur laquelle il faille des infrastructures et de l'énergie pour passer à la transformation locale. Elle est prise en charge par le titre 3 de notre proposition de loi qui est intitulé « Investissement et partenariat stratégique ». Nous y avions introduit la notion de partenariat stratégique tout justement en se rendant compte qu'il y a un problème d'énergie, de logistique et d'infrastructure pour arriver à la transformation locale. Mais cela ne doit pas nous amener à croiser les bras et à dire que rien n'est possible. Voilà pourquoi je vous ai mis ce schéma pour vous montrer que nous pensons qu'un déploiement progressif peut être fait, petit à petit. Et du point de vue de l'énergie, tout le monde est peut-être branché sur Inga ou les grands Inga, mais notre pays a une capacité, avec tout le réseau hydrologique que nous avons, de pouvoir avoir des points, des sources énergétiques éparpillées dans le monde qui ne dépendront pas nécessairement d'Inga et qui auront plus de facilité pour ce qui est de la distribution. Parce qu'en plus, même si Inga a un potentiel qu'il a, mais après, il faut organiser le réseau de distribution de Inga jusqu'à tous les autres points que nous voulons atteindre. Donc, nous, ce que nous avons pensé, c'est qu'il peut y avoir une synergie intersectorielle, c'est-à-dire les mines et l'énergie, qui travaillent ensemble sur des projets. Nous voulons développer un projet, par exemple, minier dans telle zone. Dans la même zone, nous cherchons une source énergétique qui peut alimenter ce projet. Et dans la loi, nous avons prévu que l'investisseur qui vient dans ce cadre-là, dans ce partenariat stratégique des mines, mais qui vient avec l'énergie, eh bien, il bénéficiera aussi des avantages pour pouvoir attirer l'investissement au niveau énergétique. Donc, voilà ce qui est prévu dans notre proposition de loi. Nous y avons tenu compte de manière à ce que le problème énergétique ne soit pas un problème, de façon à ce que, concomitamment, une usine de transformation locale peut s'installer avec un projet énergétique à côté. Ça, c'est de 1. Pour ce qui est des classements des substances minérales critiques et énergétiques, merci pour votre question, enfin votre soutien. La question technique des minéraux, ça je laisse au prof Kalele de vous répondre. Par contre, pour ce qui est des zones économiques spéciales, peut-être que lui aussi pourra vous répondre. Il est bien placé, c'est le directeur technique du CCB, donc il est plus impliqué dans la gestion que moi qui suis administrateur. Mais je sais qu'il y a eu un retard dans la mise en place et nous avons essayé de pousser pour que les choses aillent plus rapidement. Et pour ce qui est de votre invitation, je l'accepte avec plaisir et je vous promets d'être chez vous à Lubumbashi au mois de janvier. Merci pour les questions. Ingénieur, je tiens à répondre très rapidement. Je crois que pour les préalables énergétiques, l'honorable l'a si bien dit. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu sur l'histoire. Il y a 2 exemples que j'aimerais tirer. Vous avez l'exemple de Boussanga avec Sicomine, c'est très récent. Et puis vous avez l'exemple de la Gécamine avec toutes les centrales qui sont au Katanga. Nzilo 1, Nzilo 2, je crois que ce sont des modèles qui sont repris et la loi essaye de bien harmoniser cela en mettant dans un très bon contexte.
Comme vous avez lu la loi, je pense qu'avec certains éclaircissements, qu'on a une discussion comme ça permet de peut-être bien lire certains aspects de la loi. Pour ce qui concerne le classement, c'est une bonne proposition de mettre le lithium comme minerai critique. La loi qui est en vigueur dans notre pays, le code minier, ne prévoit pas des minéraux critiques. Ce sont des minéraux ou des substances même, il faut bien préciser, des substances stratégiques. OK? C'est deux choses totalement différentes. Je pense que la loi prévoit un cadre dans lequel une équipe technique va travailler sur plusieurs autres éléments et paramètres avant de classifier. Et dans cette classification, vous avez d'une part des minéraux ou des substances qui seront classées critiques et d'autre part des minéraux qui seront classés stratégiques. Ça a deux sens très différents. Ce qui est critique pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Ce qui est stratégique pour nous est peut-être critique pour l'autre. Donc vous avez cet aspect-là des choses. Donc ce n'est pas... Le Premier ministre ne se réveillera pas le matin pour le faire. Cher ami, je reviens sur un fait. OK? Dans cette loi, quand tu l'as lu, on parle des minéraux critiques et stratégiques. Non, je n'ai pas encore lu la loi. Ah, je pensais que tu as lu parce que j'ai cru entendre qu'on t'avait passé la loi. OK. Donc, je dis ceci, il y a un travail technique qui sera fait avant la classification. Et ce travail sera fait avec des experts et je suppose que tu pourras peut-être faire partie de ces experts par rapport à tes contributions. Pour ce qui concerne les zones économiques spéciales, les zones économiques spéciales, ici, nous avons une zone qui est dédiée et c'est la zone de Moussompo. Le travail est en train d'être fait. Ici n'est pas le cadre de dire avec exactitude tous les actes et les actions qui ont déjà été posés pour que cette zone soit matérialisée. Nous sommes en phase, je vous dis si toutes les choses vont bien, fin 2026, on pourra déjà commencer la construction des premières usines, si tout va bien. Donc, voilà. Je crois que c'est les aspects techniques. Hein. Je crois que comme tu l'as dit, on peut, dans le couloir, on peut avoir plus d'explications sur ça. Et pour l'invitation, j'y vais régulièrement à Lubumbashi. Nous avons le CAEB, le Centre africain d'excellence pour les batteries. Mais malheureusement ou heureusement, je pense que je te donnerai l'invitation pour qu'on ait une discussion, pour que tu intègres le centre, parce que je vois que tu as beaucoup de compétences que tu peux mettre à contribution. Je crois que d'ici la semaine prochaine, je serai encore à Lubumbashi. Si tu es là, on pourra encore discuter sur ton intégration dans le centre. Merci beaucoup pour votre réponse, professeur. Je m'en vais répondre à la question de madame pour ce qui est du secteur agricole. Si j'ai bien compris, les autres secteurs sont délaissés en faveur du secteur minier. C'est cela? Je ne la vois pas. C'est cela? Oui. Non, ce n'est pas cela l'idée. L'idée n'est pas de délaisser le secteur agricole en faveur du secteur minier. Mais je pense que la stratégie est plutôt d'utiliser les points forts que nous avons pour générer des revenus qui nous permettent de pouvoir entraîner les autres secteurs. Et pour le moment, le secteur minier en République démocratique du Congo est le plus rentable, et celui qui peut facilement générer des revenus. Et si on y va de la sorte, on peut ensuite entraîner le secteur agricole dans son développement. Pour la petite histoire, moi j'ai été ministre provincial et j'avais en charge l'agriculture. Et je peux vous donner un exemple de ce qui a été fait. Pendant que j'étais en fonction, nous avons travaillé avec un établissement local de microfinance qui s'appelle Finca. Vous pourrez vérifier avec l'ancienne DG qui s'appelle Mami Kalonda. Et nous avons mis en place un produit financier innovant qui n'existait pas. On l'a créé rien que pour là-bas.
parce qu'on avait pu faire une étude du marché et de mettre en place une chaîne de valeur, mais du secteur agricole, pour accompagner les coopératives agricoles qui existaient. Et il y a eu un crédit agricole qui a été mis en place. Pour ceux qui connaissent Finca, le taux normalement d'intérêt est autour de 18%, si pas plus, mais nous avons mis en place un produit financier avec un taux d'intérêt de 5%. Donc, c'est pour dire qu'il y a possibilité de faire des choses, mais simplement, le secteur minier étant dans cette phase-là, je pense qu'à partir de là, on peut tirer quelque chose qui entraînerait un développement des autres secteurs, sans oublier que le secteur agricole aussi a besoin de beaucoup d'accompagnement. Il faut structurer aussi le secteur, c'est important, avant de pouvoir le lancer de la manière dont on le pense. Et puis, se positionner, est-ce possible compte tenu de la compétition mondiale? Je dirais oui, parce que moi je pars sur des pays qui sont dans la même situation que nous, mais qui se retrouvent en Amérique latine et qui ont réussi à se positionner dans la chaîne de valeur mondiale. Et pourquoi pas nous? Donc du reste, nous sommes en train de travailler d'ailleurs avec ces pays pour voir dans quelle mesure échanger, partager pour une mise en œuvre, parce que personnellement, je suis déjà dans la mise en œuvre. Donc pour moi, cette phase de proposition, ok, elle est passée. Maintenant, il faudrait la mise en œuvre. Malgré qu'on va l'enrichir entre tous, cette proposition de loi, c'est cela mon vœu, qu'on puisse l'enrichir. Mais entre-temps, il faut réfléchir à la problématique que pose le prof Tsassa, et je le comprends parfaitement, parce qu'il y revient, l'applicabilité, effectivement. Il y a des défis dans l'applicabilité, mais moi je pense que si on est résolu de pouvoir atteindre des résultats, on va pouvoir le faire. Le protectionnisme, non, je ne pense pas qu'il y a du protectionnisme. Par exemple, cette proposition de loi a été faite dans le sens d'encourager et pas dans le sens d'interdire. Donc vous verrez par exemple, pour donner un exemple concret, au niveau des dispositions par exemple du code minier ou de certains arrêtés interministériels, il a été interdit l'exportation des minerais bruts. Par contre, cette interdiction n'a pas été accompagnée avec des mesures qui permettent à ces sociétés de pouvoir transformer localement. Résultat, les mêmes autorités qui ont interdit aujourd'hui prennent des décisions dérogatoires pour permettre à ces sociétés d'exporter. Par contre, quand vous allez pénétrer cette loi et par rapport aux différentes réponses que vous voyez que nous donnons, nous avons essayé d'anticiper sur les problèmes qu'il y aurait, essayer d'encourager, essayer de mettre un environnement, des mécanismes, des instruments qui permettraient une transformation locale. C'est de cette manière-là que nous sommes en train de voir. Et du reste, je pense que tous les pays, dans un certain sens, doivent protéger leur économie locale, mais de façon équilibrée. Et je pense que c'est suffisamment équilibré. Il n'y a pas de quoi faire peur avec notre proposition de loi à des investissements étrangers. Merci beaucoup. Malheureusement, nous ne pourrons pas... Je vais ajouter un petit mot, juste une réflexion. Nous sommes dans un marché très dynamique. Nous avons l'impression de regarder le monde à l'extérieur de nous. Essayons de regarder le monde à l'intérieur, le marché local. Et là, je fais une passe à nos économistes pour faire des projections sur le marché local de la téléphonie. J'ai été ici parmi les gens qui ont amené Techno-Itel. OK? J'étais le premier manager congolais à faire installer les téléphones Techno-Itel, ici, en 2009. J'ai fait à l'époque une étude, parce que je suis spécialiste dans les batteries, et c'est une étude sur la prospection des batteries. Vous pouvez vous rendre compte qu'en 2009, la force de Techno, c'était les batteries. C'était une batterie qui vous prend 3-4 jours. On a fait la prospection en Afrique sur le marché, rien que les marchés des batteries, pas du téléphone. OK? Pour dire que d'ici autant d'années, nous passerons de 100 000 unités à 300 millions
pour toute l'Afrique. Et la part du Congo, avec la dynamique du marché, représenterait autant. Comme ce sont des chiffres qui appartiennent à une entreprise, je ne peux pas les dire avec toute certitude. Ça veut dire que nous avons un marché que nous devons lever. Il ne faut pas toujours voir la consommation à l'extérieur. Ce qui veut dire, en quelque sorte, vous voyez la chaîne telle qu'elle se présente, il ne faut pas voir la part du marché que nous allons seulement prendre dans le monde, mais il y a la part du marché que nous allons créer parce que le marché existe chez nous ici. C'est le structurer afin de capter même la petite part qui est ici. On ne nous interdit pas de produire au niveau local pour la consommation locale. Je veux donner un exemple. J'ai fait une grande partie de mes études en Chine. Doctorat, master en Chine. Et j'ai vu comment, en 2007, la crise de l'immobilier. La Chine était extravertie. Elle produisait pour le monde. Et la Chine a introverti son marché en augmentant le pouvoir d'achat de la population pour que la population puisse consommer ce qui devait être reversé sur le marché international. Ce qui a fait que le marché de crédit, on commençait à offrir facilement les crédits. Donc, nous avons un très grand capital, c'est le capital humain, la population. Nous avons un pays à forte croissance de la population. Il y a 5-6 ans, nous étions à 80 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 120 millions. Et si vous prenez 120 millions, une personne qui utilise une batterie, vous comprenez le marché tel qu'il est en train d'aller. Donc voilà un peu la petite incise que je voulais qu'on puisse réfléchir sur les impacts que cette loi pourrait apporter en faisant de projections économiques. Merci beaucoup. Comme je disais, nous pourrons malheureusement plus prendre des questions, étant donné que nous avons largement dépassé le temps prévu. Alors, sur ce, je vais inviter le professeur Jean-Paul afin de clôturer ce moment. Je tiens quand même à notifier que les questions peuvent toujours faire objet de discussion dans le couloir. Merci. Bien, merci cher Sephora. Une fois de plus, je tiens à remercier l'honorable député national M. Thierry Mulumba Pandagila ainsi que le professeur Hercule Kalele pour leur présentation. Et je vous rappelle qu'ici vous êtes au CIREM. CIREM veut dire Centre interuniversitaire de recherche en économie mathématique. Et donc, c'était le CIREM qui a accueilli ces bels ateliers ces jours qui met en évidence les enjeux du développement de notre pays. Et j'ai beaucoup apprécié l'approche adoptée, notamment celle de mettre en compétition les intelligences. Donc il ne suffit pas de déclarer que nous voulons faire quelque chose, mais plutôt de s'inscrire sur une dynamique de productivité. Et donc, je profite de cette occasion, comme il s'agit d'un centre interuniversitaire, donc d'inviter nos jeunes brillants de l'Université protestante au Congo, qui font partie du CIREM, mais aussi les étudiants, les jeunes brillants des autres universités, ceux qui sont intéressés de pouvoir se manifester, puisque nous allons essayer d'attaquer quelques thèmes relatifs à ces projets de loi et faire des propositions. Et j'ai ici devant moi un nombre important des étudiants qui sont en Master 2, notamment en sciences économiques. Et donc il s'agit d'une belle opportunité. Okay? Il s'agit d'une belle opportunité à saisir, mais aussi il s'agit d'une occasion en termes de réseautage, puisque si il advenait que votre étude soit sélectionnée, moi-même je serai aussi très impliqué. Cela peut ouvrir des portes, notamment au niveau de l'Assemblée nationale et de la présidence. Donc une fois de plus, je remercie l'honorable Thierry. Et nous avons une petite surprise pour l'honorable. Comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut qu'offrir ce qu'elle a. Et donc, nous allons remettre à l'honorable Thierry Mulumba. Madame, vous pouvez remettre
Oui. Peut-être symboliquement, je vais inviter le professeur Zumbu de remettre les 2 ouvrages au professeur, à l'honorable Thierry Mulumba. Donc, ce sont des ouvrages qui portent à la réflexion, puisque le premier ouvrage, c'est un ouvrage rédigé avec des collègues sur les princes de Machiavel. OK, les enjeux sur la gouvernance. Vous voyez qu'il s'agit des questions stratégiques. En réalité, je le vois comme une guerre qu'on annonce, notamment aux puissances qui contrôlent nos minéraux. Et le deuxième ouvrage porte sur l'économie politique des malédictions, puisqu'il y a des théories développées qui disent que, bon voilà, si des pays tels que la RDC ne se développent pas, c'est puisque nous avons une malédiction en ressources naturelles. Okay? Nous démontrons que ce n'est pas vrai. Okay? Nous avons pu identifier, sur base de la documentation scientifique, les 5 malédictions qu'on présente souvent qui empêchent notre pays de se développer. Il s'agit notamment de malédiction des ressources naturelles, malédiction des cultures races, liées notamment à nos croyances, au tribalisme et autres, malédiction des institutions de Bretton Woods, malédiction du climat. On dit que bon voilà, puisque la RDC est dans un climat tropical, on ne peut pas se développer. Mais nous démontrons que la vraie malédiction est celle du leadership et de la gouvernance. Et ici, nous avons vu que l'honorable l'a si bien présenté. Et donc, la loi a besoin d'une implication politique au plus haut niveau. Et donc, j'étais très content de voir que le président de la République est également impliqué dans la mise en œuvre de ces lois. Et c'est important pour faire avancer ces projets, puisque c'est un projet qui est non seulement d'ordre politique, mais aussi qui est d'ordre géopolitique. Donc voilà, et le dernier point, peut-être, je tenais aussi une fois de plus à remercier l'honorable Thierry Mulumba. Vous remarquez que vous êtes dans une salle où il fait froid, ok? Donc cela demande un investissement. Et donc nous avons bénéficié du soutien de nos donateurs. Et ici, je remercie une fois de plus l'honorable Thierry Mulumba, puisqu'il nous a apporté un appui massif qui permet également d'avoir des salles pareilles, mais dans d'autres locaux. Donc on aura plus ou moins 4 salles avec des conditions pareilles. Donc, cette salle, c'est une salle de cours et de réflexion. Donc ce n'est pas une salle, c'est les étudiants étudient ici, et après les cours, nous venons ici pour réfléchir. Donc vous voyez que toutes les conditions sont réunies. Nous pouvons discuter avec des professeurs qui sont au Japon, aux États-Unis, puisque la salle est connectée par fibre optique. Donc nous avons tous les matériels technologiques appropriés pour une salle de type médiathèque. Et donc avec le concours de l'honorable Thierry Mulumba, on a pu réhabiliter, rénover 4 autres salles. Et pour cela, à titre de reconnaissance et de gratitude, j'invite l'assistance de pouvoir applaudir notre hôte. Et peut-être on nous a indiqué qu'il y a d'autres étudiants qui sont dans la salle adjacente. J'aimerais peut-être qu'on fasse ne serait-ce un tour 5 minutes pour les saluer en présentiel, hein, puisque l'autre salle n'a pas les mêmes conditions en termes de technologie qu'ici. Donc on serait peut-être obligé de nous déplacer. Alors, le protocole a prévu une photo de famille. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Ce sera dehors? Ok, donc on aura une famille. Avant, peut-être je vous demande patience 5 minutes, le temps qu'on visite nos amis qui sont de l'autre côté, et puis nous allons sortir ensemble pour une photo de famille. Une fois de plus, merci pour votre patience et pour votre intérêt.